Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième partie du webinaire Oser la co-construction des savoirs collectifs, regard croisé, Québec-Liban. Alors hier, c'était notre premier webinaire lancé en la présence de notre vice-recteur, M. Alain Charbonneau, et de mon collègue, le directeur d'AUF Moyen-Orient, M. Jean-Noël Baléo. Hier, nous avons pris le temps de définir ce qu'était la mobilisation des connaissances, ce qu'était la co-construction, ce que signifiait la co-construction des savoirs. Nous avons parlé des nombreux enjeux d'ordre méthodologique, scientifique, politique, économique liés à la co-construction des savoirs. Ce fut un moment important aussi pour déboulonner certains mythes autour de la mobilisation des connaissances. Entre autres, que la mobilisation des connaissances, c'est pas seulement faire un terrain donné pour une recherche qui peut donner lieu à des pistes d'action, mais c'est vraiment de mettre en place une véritable collaboration entre des chercheurs, des milieux universitaires, des milieux non universitaires, des milieux communautaires. C'est de mettre en place et de travailler aussi avec des groupes intermédiaires qui font du transfert de connaissances, comme on a vu avec les collègues qui étaient hier autour de l'écran, que ce soit Mme Marie-Claude Lagacé, M. Vincent Van Kendel, M. Luc Dancos, qui font partie de ces groupes qui participent pleinement à des travaux sans nécessairement être dans le milieu universitaire. La présentation des connaissances, c'est aussi une approche qui est en train de faire sa place dans les milieux universitaires, mais qui a besoin de reconnaissance. Alors, on a parlé de l'importance aussi d'avoir des formations, des guides, pour intégrer davantage cette approche dans le cursus universitaire. Et Thérèse Elhachem, hier, nous a dit que finalement, la mobilisation des connaissances, la co-construction représentait la quatrième forme de savoir, avec les savoir-être, les savoir-faire, les savoir-vivre. Nous avons maintenant, grâce à la mobilisation des connaissances, le savoir devenir ensemble. Préparer notre société à la post-pandémie, à la sortie de crise, avec la mise en commun des savoirs et leur reconnaissance. Alors aujourd'hui, nous poursuivons cette réflexion ensemble et à partir d'un autre point de vue. Hier, nous avons eu le point de vue du Québec et le point de vue du Liban sur la démarche des 10 dernières années au Québec. Aujourd'hui, nous partons du Liban. Nous entrons dans ce débat à partir du Liban pour poser la question plus directement, comment est-ce qu'on crée des savoirs dans un contexte de crise? Comment est-ce qu'on mobilise les connaissances? Comment est-ce qu'on travaille ensemble à co-construire des savoirs pour, comme le disait Thérèse hier, devenir ensemble, savoir devenir ensemble, mais en contexte de crise? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie quelque chose de plus de produire des savoirs en contexte de crise? Alors, je souhaite une belle rencontre, de beaux échanges à vous tous aujourd'hui. Et je laisse maintenant la parole à mon collègue Jean-Noël Baléo, qui est le directeur régional de l'AUF Moyen-Orient. Alors, Jean-Noël, à vous la parole. Merci beaucoup, Linda. Chers collègues, chers amis, alors excusez-moi d'emblée, mais je vais peut-être reprendre pour l'essentiel ce qui a pu être dit hier. De nouveau, c'est vraiment un très grand plaisir pour nous ici, pour moi à Beyrouth, d'être présent avec vous pour ouvrir ces échanges inédits sous la forme de ce deuxième opus de regard croisé entre le Liban et le Québec. Je voudrais de nouveau remercier et féliciter ma collègue Linda Cardinal, qui était à l'origine de cette initiative, et aussi remercier tous les intervenants, tous les amis ici au Liban qui ont aussi aimablement répondu à nos sollicitations. Thérèse El-Hachem qui a fait des interventions brillantes hier, et Moïn Hamzé, Dola Karam Sarkis et Ramza Jaber, dont je ne doute pas qu'elles le seront tout autant aujourd'hui. Alors, voilà, le fond, le décor a déjà été posé, hein. Nous vivons une période qui est vraiment terriblement difficile. La sortie de l'accumulation de crises, hein, puisqu'ici, ce n'est pas une crise, mais vraiment une accumulation à laquelle nous faisons face.
elle est encore loin, elle nécessitera une restauration de ce qui a été perdu, ce qui s'appelle la confiance, avant toute restauration de la normalité, qui était un concept qui nous semble aujourd'hui assez lointain. Mais moi, je vois aussi dans ces échanges où nous renouons avec cette tradition de débat intellectuel, scientifique, de rapport au savoir, qui a de tout temps forgé la singularité du Liban. Moi, je veux voir aussi une sorte de signal vers ce retour, même si la notion de crise sera encore centrale dans nos débats. Mais comme on l'a vu hier aussi, il s'agit de revenir vers le sens, de revenir vers les fondamentaux. Je voudrais redire que voilà, l'AUF, c'est un partenaire fidèle, hein, des beaux comme des mauvais jours ici au Liban. Et en cette année de crise au pluriel majeure, l'agence a fait montre de sa réactivité lorsqu'il s'est agi de développer un soutien très concret, très opérationnel en urgence, en mettant en place un plan spécifique pour le Liban qui intègre un appui à l'intégralité de la chaîne éducative, de l'enseignement primaire jusqu'à la recherche scientifique. Et l'objectif pour nous, c'est de préserver ce formidable potentiel scientifique francophone du Liban, qui est vraiment soumis à très rude épreuve. Donc ça, c'est, encore une fois, je le redis, pour l'urgence, mais pour le long terme, c'est surtout le temps long, c'est le temps universitaire, c'est le temps long. L'AUF est à vos côtés, donc je parle à la fois aux intervenants et aussi au public pour construire ensemble, développer des réseaux universitaires avec la volonté vraiment de rapprocher les deux écosystèmes. Vous allez me permettre une métaphore assez facile que j'ai filée hier et que je vais reprendre aujourd'hui, les deux écosystèmes du pays du cèdre et de l'érable. Mais quand, comme moi, on aime les arbres, on ne peut pas passer à côté de cette image, aussi facile soit-elle. Voilà, c'était un des enjeux de ces deux réunions. Voilà, nous espérons avec Linda qu'elles donneront naissance, au-delà de la qualité, de la profondeur des échanges de vues que nous avons déjà eus hier, à de futurs projets, nous sommes une agence de la chose concrète, et pour un projet collectif de formation ou de recherche au service du savoir et de sa production. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais sans plus tarder avoir l'honneur de présenter notre animateur. Alors, je vais surtout, à vrai dire, m'adresser à nos amis qui nous écoutent hors du Liban, parce qu'ici, au pays du Cèdre, point n'est besoin de présenter Moïn Hamze, ancien professeur des universités. Il est le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique du Liban depuis 1998. Et pour que tout le monde le comprenne, à ce titre, il cumule des responsabilités de direction de l'opérateur de recherche nationale, mais aussi d'agence de financement nationale de la recherche. Et il occupe finalement des fonctions qui sont assez analogues, assez équivalentes à celles d'un secrétaire d'État à la recherche. Agrégé en sciences naturelles et en agronomie, docteur d'État de l'Université de Montpellier. Il a commencé sa carrière à l'Université libanaise où il a fondé la faculté d'agronomie. Il a aussi occupé le poste de président de l'Institut de recherche agronomique du Liban. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et publications en agriculture, en environnement, en politique scientifique, en développement, en innovation et aussi en valorisation de la recherche. Titulaire de 2 doctorats honoris causa, Moïn Hamze a aussi été membre actif de plusieurs instances internationales, parmi lesquelles on citera le SIAM ou l'AIEA et l'UNESCO. Voilà, je termine en soulignant une de ses nombreuses qualités. C'est un grand ami de l'AUF. Moïn, je te cède la parole sur ce et je souhaite à tous des échanges très fructueux. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, Madame Cardinal, cher ami, cher Jean-Noël, merci pour les propos que vous avez dit en mon égard. Je t'en remercie et je tiens à vous dire que je suis ravi de participer ce matin, à ce webinaire avec l'AUF et des personnalités scientifiques, académiques et culturelles du Liban et du Canada.
C'est un webinaire en français, ça nous change un tout petit peu, hein. Quel plaisir, ça fait du bien. Parce que pendant ces temps-là, on est immergé par des webinaires en anglais, même on n'en trouve que très peu de webinaires, même en arabe. Le deuxième webinaire servira, comme vous l'avez bien précisé dans la note du lancement de ces activités, il servira à préciser comment l'approche de la co-construction peut être utile dans les contextes de crise. Et quand on parle de crise, vous n'avez pas mieux que le Liban pour illustrer les différents types de crises. Au Liban, malheureusement, on peut exceller même dans l'illustration de tout type de crise, gouvernementale, politique, sociale, économique, financière, sécuritaire, sans oublier la crise sanitaire du Covid-19. Les crises libanaises ne sont pas différentes des crises que connaissent d'autres communautés ou d'autres pays. Ils sont la plupart du temps similaires. Mais leur particularité, c'est qu'au Liban, les crises s'accumulent et on a rarement vu une solution durable pour une des crises qu'on a connues pendant les 20 dernières années. Un autre volet de comment traiter ce type de crise, c'est que nous, la communauté des producteurs du savoir, la communauté des académiciens, des éducateurs, des chercheurs, la communauté académique et scientifique, on se sent qu'on est complètement marginalisé, même quand on travaille dans le secteur public. Hein? N'ayez pas de souci. Même quand on travaille dans le secteur public, on est presque tout le temps marginalisé. Marginalisé par qui? Par les décideurs et les politiciens qui prennent des décisions sur des crises où ils ont l'avantage de bénéficier des compétences libanaises, mais qu'ils essayent de les résoudre ou de les traiter. Il n'y a jamais eu de solution radicale pour nos crises, mais qu'ils continuent à les traiter avec une conception politique politicienne. Personne n'est à l'abri des crises. Les Libanais, leurs institutions publiques, aussi bien que privées, les ONG, se trouvent actuellement devant des défis majeurs. L'enjeu est stratégique. L'enjeu est stratégique surtout pour survivre et contribuer à sauver le Liban et les Libanais. Mes collègues intervenants auront le temps et ont les compétences nécessaires pour traiter ces questions stratégiques qui nous préoccupent énormément. Sans trop tarder, et pour jouer le rôle d'un bon animateur qui limite ses fonctions, son task, à donner la parole et à très peu intervenir, je vous précise qu'on a trois grandes questions qui seront posées à chacune des trois intervenantes, Dolla Sarkis, Ramza Jaber et Louise Poisson, en vous priant de limiter vos réponses à 2 à 3 minutes par question, de manière à laisser le temps pour des interventions et des questions-réponses par le public et les organisateurs qu'on voit sur notre écran. Les conclusions seront bien données par Jason Luckerhoff, auquel j'ajouterai, s'il y a lieu, quelques notes de conclusion. Avant d'aborder les différentes questions, je tiens à rappeler les titres des collègues intervenantes. On commence par Dolla Karam-Sarkis, elle est vice-présidente à la recherche de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et ancien membre du conseil scientifique de l'AUF. Dolla Sarkis est bien connue dans ses activités de recherche. Elle a même été doyenne de la faculté de pharmacie à l'Université Saint-Joseph et c'est un partenaire, un acteur incontournable dans le développement de la recherche et de sa valorisation au Liban. La deuxième intervenante du Liban, c'est Mme Ramza Jaber Saad, qui occupe les fonctions de secrétaire générale adjointe de la Commission libanaise de l'UNESCO. Mme Ramza Jaber
est très actif dans les différents programmes de l'UNESCO et le partenariat avec ces programmes et pour activer leurs antennes libanaises, que ce soit au niveau de la protection du patrimoine, le patrimoine matériel, non matériel, au niveau de l'éducation et au niveau de la culture générale des jeunes. Madame Louise Poisson, elle est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec. C'est une société de culture et de la société de culture FIROSC. Madame Louise on aura le privilège qu'elle va nous présenter un PowerPoint en quelques minutes sur les différents projets de son organisation. Mais comme les deux autres intervenantes, elle interviendra sur les trois questions majeures de ce webinaire. Monsieur Jason Lukerhoff, il est professeur titulaire en communication de culture à l'Université du Québec. Et M. Lukerhoff s'occupera bien sûr des conclusions et même pour animer quelques questions qui seront posées par le public. Sans trop tarder, je vais commencer par poser la première question auquel les trois intervenantes sont censées donner des réponses. La première question, c'est pourquoi est-ce important de travailler en mode de co-construction en temps de crise, au niveau du diagnostic, au niveau des tendances dominantes et même des défis actuels. Le premier volet de cette question qui sera adressé à Dolla Serkis, c'est quel rôle les universités peuvent-elles aider le Liban à sortir de ces multiples crises que je viens d'énumérer entre le Covid-19, la reconstruction de la ville de Beyrouth après la fameuse explosion du 4 août, la crise politique et même ses conséquences économiques et financières. Dolla, je te prie de nous donner des éléments de réponse en 2 à 3 minutes, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde et je tiens d'abord à remercier donc l'AEF et son directeur, Monsieur Jean-Noël Balayo, ainsi que Madame Linda pour cette initiative qui est vraiment importante à ce moment-là. Je vais essayer de répondre rapidement, Monsieur le Secrétaire général. Je vous remercie d'abord beaucoup de cette introduction et nous sommes tous des partenaires incontournables, je pense, au Liban, que ce soit vous, que ce soit l'AEF. Quel rôle les universités peuvent-elles jouer pour aider le Liban à sortir de ces multiples crises? Chers collègues, servir la communauté, booster l'économie d'un pays et chercher des solutions aux problèmes et défis posés à la société, par et à la société sont les nouvelles orientations stratégiques des universités en dehors du contexte de crise. Dans le cas particulier du Liban, je ne peux pas parler du rôle des universités. Je vais parler des responsabilités de l'université. Ce n'est pas un rôle qu'elle peut jouer ou ne pas jouer. Nous avons une énorme responsabilité et vous êtes tous bien placés pour comprendre ce que je dis. Les universitaires ont été, depuis le début de ces crises au Liban, de ces crises multiples, sur tous les fronts, la santé, l'explosion du port, la crise politique récurrente doublée d'une crise économique et financière donc, qui met la vie des gens en danger et appauvrit les Libanais, sans parler de l'hémorragie des cerveaux des jeunes et des moins jeunes. Qu'est-ce qu'elles ont fait les universités à ce moment-là? Bon, je peux parler évidemment de mon université, mais cela aussi tient compte de toutes les autres universités. Depuis le début de la crise économique et sociale, et ensuite, décembre 2020, l'explosion du port le 4 août, et les universités ont été les piliers et le support de l'État dans la prise en charge de ces trois situations-là. D'abord pour la crise sanitaire, à travers les universités, à travers leur CHU, je pense que vous êtes tous là témoins, ont mis tous les moyens, mais surtout et avant tout leur expertise médicale dans la lutte contre la pandémie. Et là, je peux citer plein d'exemples. Et même des projets de recherche ont été lancés très rapidement
en mars, le CNRS a commencé, suivi d'une semaine peut-être de différence par l'AEF avec les partenaires universitaires pour lancer des programmes de recherche pour trouver des solutions à cette pandémie. Enfin, des solutions du moins qui peuvent aider localement, parce qu'on sait qu'au niveau international, des millions et des millions ont été dépensés pour trouver et des médicaments, des traitements et des vaccins. Ce qui a été lancé, surtout des recherches ciblées, donc pour répondre à un besoin de diagnostic, de détection de mutants, d'immunité dans la population. Donc, je ne veux pas tout citer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et plusieurs programmes d'innovation de produits anti-Covid ont été ainsi lancés et les résultats seront bientôt donc annoncés. Vous serez tous témoins de ces success stories. D'un autre côté, l'explosion du port a mobilisé également plusieurs secteurs académiques, mis à part les CHU, qui ont reçu des milliers de blessés, comme vous le savez. Les équipes d'ingénieurs sur place travaillent jusqu'à maintenant pour aider à la construction, au diagnostic des bâtiments, à aider la mobilité des populations, et ainsi que les équipes qui travaillent sur la pollution de l'air, de l'eau, du sol, etc. Donc, tout ça a été mis en place. Les experts continuent à travailler jusqu'à maintenant. Vous allez me dire qui a demandé? Personne n'a demandé. On a été là pour aider, comme la Croix-Rouge, comme toutes les équipes de secours. Donc, tout le monde est là et tout le monde travaille. D'un autre côté, concernant la crise économique, et c'est là la crise la plus profonde, si je peux dire, la plus chronique et récurrente. Donc, nous a poussé à encourager et chercher l'innovation dans tous les domaines. On commence un peu à voir le Made in Lebanon, qui n'est pas uniquement industriel, mais également fruit d'un certain nombre de recherches. Et dans ce contexte de recherche-action, et bien avant la crise, notre souci en tant que chercheurs universitaires était d'amener les décideurs politiques, comme vous dites, M. Hamze, qui nous ont complètement marginalisés, qui nous marginalisent, mais nous ne désespérons pas donc de les amener, ainsi que les ministères, à profiter des résultats de nos recherches pour résoudre des problématiques sociétales, élaborer des programmes ou des politiques publiques en se basant sur ce que nous leur présentons. La question qui se pose toujours, comment amener les intéressés publics, les industriels, les entrepreneurs à profiter de ces résultats de recherche pour améliorer leurs produits, leurs procédés, enfin tout ce qu'ils peuvent fabriquer. Il est évident que ceci se fera plus facilement et plus naturellement si à la base il y a eu concertation avec les publics concernés et des projets à développer. Et là, donc, je vais utiliser de nouveau ce mot, la co-construction des connaissances. Donc, ça va faire partie de notre dictionnaire de recherche, si on peut dire, et de collaboration, donc construire ensemble. Donc, un des exemples donc, de la mobilisation des connaissances en milieu industriel, surtout agroalimentaire, l'industrie du médicament, qui se sont tous donc, là, arrangés pour travailler, pour secourir ce pays-là. Comme vous le savez tous également, le chercheur universitaire met tout le poids de son expertise et parfois beaucoup de moyens humains, mais également moyens financiers pour résoudre sa recherche des problématiques posées par la société ou les industriels ou les entreprises. Et là, nous avons beaucoup de soucis. D'abord, attirer surtout en temps de crise des fonds privés pour soutenir des recherches dont les résultats seront utiles aux donateurs, quelle que soit leur spécialité, les investisseurs. Amener les pouvoirs publics à s'intéresser aux résultats des recherches académiques et en profiter pour résoudre les problèmes qui sont infinis au Liban. Et si on regarde, vous avez tous des listes des recherches qui se font au Liban, vous allez bien trouver qu'on a trouvé beaucoup de solutions à des problèmes, mais du fait de cette ignorance ou marginalisation, ces résultats ne sont pas utilisés pour résoudre des problèmes qui peuvent être facilement résolus. C'est là où on parle également de co-construction des savoirs avec les intéressés publics ou privés, qui serait, à mon avis, primordial. Et peut-être que la participation financière, là, j'y tiens un peu, parce que quand quelqu'un paye, il attend des résultats et il est plus intéressant. Peut-être que la participation financière est importante pour que les gens se sentent concernés, les investisseurs se sentent concernés. Tout ce qui est gratuit n'est pas bon. C'est peut-être aussi une des réponses à la stratégie de mobilisation des connaissances. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai cité des pages. Merci beaucoup. Merci Dolla. Je crois que tu peux nous apporter davantage de données et des exemples sur les initiatives des universités dans les prochaines questions, certainement. Je passe maintenant la même première question à Madame Ramza Jaber.
où je vous prie de nous donner des éléments de réponse sur en quoi le partenariat avec l'UNESCO et ses différentes raisons peut-il aider le Liban à sortir de ces multiples crises culturelles et éducatives, vu votre expérience très importante dans ce domaine et dans la mobilisation des jeunes et des établissements en éducation et en production du savoir. Donc, oui, merci. Ramza, vous avez la parole. Oui, merci, Dr Hamzi. Merci pour l'AUF pour cette rencontre de grande valeur, en fait. Durant la crise Covid-19, ainsi qu'à la suite de l'explosion du port de Beyrouth, l'UNESCO continue à jouer un rôle très important au niveau culturel et éducatif au Liban. Elle a appelé les États membres à collaborer dans le but d'aider le Liban à sortir de ses difficultés. Elle a lancé des campagnes de solidarité, elle a offert des soutiens financiers qui ont consolidé aussi l'émergence de nouveaux projets. Mais l'essentiel rôle de l'UNESCO était et est toujours celui de rendre les connaissances, les données accessibles, de promouvoir des interconnexions entre les groupes qui travaillaient sur les différents problèmes, et ceci bien sûr, dans les domaines de ses compétences et en spécifique dans le domaine de l'éducation et de la culture. L'UNESCO, qui détient les données de ces différents programmes, partage les résultats d'une manière intéressante avec les pays membres qui participent au processus d'évaluation, de planification. Ce processus vise une mobilisation des savoirs qui ne se limite pas à diffuser les renseignements. Ce n'est pas seulement le partage ou la publication ou la diffusion ou le transfert à sens unique, c'est plutôt un engagement, une participation des partenaires et une attention portée aux effets de la mobilisation des connaissances. En fait, c'est le rôle pivot de l'UNESCO. Dans le domaine de l'éducation, l'UNESCO continue jusqu'à l'instant à montrer une réponse éducative mondiale au Covid-19, cela à travers une coalition mondiale pour l'éducation et l'enseignement supérieur et dont le Liban est membre, afin d'aider les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque. L'UNESCO continue à mettre à la disposition du Liban, comme aux pays membres, une assistance technique pour préparer et déployer rapidement des solutions inclusives d'apprentissage à distance. Elle organise des webinaires pour les représentants des ministères de l'Éducation ou autres acteurs pour partager des informations sur les efforts mis en œuvre dans les pays membres. Elle diffuse largement une sélection de ressources pédagogiques numériques, des rapports analytiques, des guides, des manuels, des statistiques que les gouvernements, les établissements scolaires, les enseignants et les parents peuvent utiliser pour proposer des solutions aux élèves. L'UNESCO mène aussi des enquêtes pour analyser l'impact de la fermeture des établissements, mais le rôle le plus important que l'UNESCO joue à cet égard, c'est les partenariats et les jumelages dans le cadre des réseaux, le réseau des écoles associées, le réseau des clubs UNESCO, le réseau des chaires UNESCO UNIQUIN dans les universités, dans l'objectif de renforcer les capacités nationales et locales en matière de services éducatifs à distance. Il en est de même sur le plan culturel et suite à l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth. L'UNESCO continue à mobiliser les organisations et les experts de haut niveau du Liban et de l'étranger afin de coordonner les mesures d'urgence à long terme pour sauvegarder le patrimoine culturel de la ville gravement endommagé. Elle a lancé à cet égard l'action mondiale Les Beyrouth pour Beyrouth, dans le but d'un redressement culturel rapide de la capitale, et l'initiative Resili Art aussi pour mettre en lumière l'état des industries créatives en cette période de crise. Les initiatives de l'UNESCO ne sont pas certes uniques, mais leurs spécificités dominent dans leur étendue sur un réseau de 204 pays membres et des centaines, voire des milliers de réseaux qui s'y relient. Pour tous, c'est l'étiquette qui marque les programmes de l'UNESCO. Éducation pour tous, information pour tous, science pour tous. Toutefois, c'est vrai que l'UNESCO pourrait être placée au cœur de la mobilisation des connaissances, mais en face au développement rapide et parfois surprenant, l'UNESCO devrait accroître son rôle de leader dans tous les domaines relevant de son mandat et surtout collaborer avec tous ceux qui, au sein du système des Nations Unies et en dehors, et spécifiquement le secteur privé qui dispose des ressources pour une meilleure mobilisation des connaissances. Je vous remercie.
Merci Ramza, mais votre intervention me pousse à être un peu plus provocant et vous poser la question, est-ce que vous êtes satisfait de l'enseignement à distance au niveau scolaire? Ah, certainement non, Dr Hamzi, mais vous savez, l'expérience de l'enseignant à distance, c'est nouveau partout dans le monde. Mais je crois qu'on est en train d'avancer. Maintenant, c'est beaucoup plus meilleur qu'auparavant. Mais en général, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau national comme international dans le but de progresser à cet égard. Est-ce qu'il y a eu des guides aux différents instituteurs, des guides qui leur permettent de s'adapter à ce type d'enseignement qui n'était pas très courant au Liban avant la crise? Bien sûr, Dr Hamzi, surtout l'UNESCO, elle a publié plusieurs guides pour l'enseignement à distance. Et nous, à la Commission, on est en train de diffuser ces guides parce que c'est très important. Mais quand même, le processus de l'enseignement à distance contre des difficultés, je crois que c'est partout. Et spécifiquement, c'est au Liban, comme vous le savez déjà. Je sais très bien qu'au niveau universitaire, c'est un peu plus facile qu'au niveau scolaire. Alors, je m'adresse à Jean-Noël Balayo. Jean-Noël, est-ce que l'AEF a eu des initiatives pour la formation des intervenants libanais au niveau pour améliorer leurs compétences dans le domaine, pour l'enseignement à distance au niveau universitaire et même au niveau de la langue française? Alors, la réponse est oui. Alors, nous accompagnons, comme je l'ai dit, l'ensemble de la chaîne du savoir. Hein. Nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation sur la formation des instituteurs de l'enseignement public ici au Liban via deux programmes, dont l'un soutient spécifiquement la mise en place d'outils pédagogiques à distance et de formation à distance pour les professeurs de l'enseignement. Et bien entendu, l'AEF doit faire preuve d'adaptation et du jour au lendemain, même si le régime juridique n'est pas établi dans un certain nombre de pays comme le Liban, la continuité pédagogique a imposé aux universités de trouver des solutions. Souvent, ça s'est fait dans une forme de précipitation. Il y a aussi un certain nombre d'établissements qui avaient mis en place des politiques d'enseignement à distance et qui se sont trouvés de fait mieux préparés. Et aujourd'hui, via nos différents dispositifs, nos différents appels à projets ou même les différents programmes que nous menons dans la région, notamment au Liban, en Irak et en Palestine, nous sommes en train de mettre en place vraiment des mécanismes d'appui assez massifs à la transposition numérique, parce que au-delà de l'urgence, et dont chacun a pu faire preuve au moment de la crise, nous avons le sentiment à l'AEF que c'est une forme de révolution et qu'il va rester, quoi qu'il arrive, quelque chose. C'est-à-dire que chaque établissement va devoir régler en quelque sorte le niveau de caractère hybride de ces enseignements. Et finalement, l'enseignement à distance a ouvert aussi un certain nombre de perspectives, y compris en termes de coopération pour les établissements. Ça peut soulever des questions multiples et à ressort qui nous entraîneraient très loin. Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Merci Jean-Noël. J'enchaîne tout de suite avec Louise Poisson. Madame Louise, vous avez souhaité, et nous sommes ravis, que vous allez nous faire une petite présentation en PowerPoint sur les activités, les différentes initiatives du Fonds de recherche de Québec dans les différents types de crises. Vous avez la parole, madame. Oui, je vais partager mon écran. Est-ce que... on voit déjà les diapos. Ah, je n'ai pas la première diapo. Bon, voilà. Je vois que vous avez 75 diapos, mais allez-y. Non, mais je vais essayer de faire une présentation très rapide et je pourrai vous partager ma présentation, mon PowerPoint.
un plan ou plutôt les sujets que je voulais aborder. Je vais beaucoup limiter ça. Peut-être dire que les fonds de recherche du Québec s'intéressent de plus en plus à la science ouverte, à la science citoyenne, à la science participative. On a des programmes depuis plusieurs années sur la science participative et sur la mobilisation des connaissances, mais il faut absolument reconnaître que la crise COVID a accéléré le développement et les initiatives que nous avons développées au fond. Par mobilisation des connaissances, je pense que, comme ça a été dit hier, mais je ne pouvais hélas pas y assister, il est question de diffusion des savoirs en dehors des revues savantes, du réseau des revues savantes, et principalement pour orienter les connaissances vers les impacts sociaux, culturels, économiques de la recherche. Comme vous le disiez, Dr. Hamzé, dans votre ouverture, aussi en vue de rejoindre les décideurs, les gouvernements des divers paliers municipaux, évidemment provinciaux et fédéraux chez nous, afin de mieux documenter les décisions qui vont être prises, d'apporter des données probantes et de permettre un échange avec le public parce que ce n'est pas toujours simple en vue d'un gouvernement plus transparent. On travaille aussi, et là, je dirais, dans la foulée des travaux qui ont été abordés par l'UNESCO, initiés par l'UNESCO, la Commission canadienne pour l'UNESCO, sur la décolonialité des savoirs, c'est-à-dire l'ouverture à diverses sources de savoirs qui ne proviennent pas des milieux savants traditionnels, universitaires. Trois principaux aspects que ça concerne: l'ouverture aux publications et aux données en accès libre, l'ouverture à la société, aux mouvements sociaux pour travailler plus près avec les communautés, la science citoyenne, comme je le disais, la recherche-action participative, et l'ouverture au savoir épistémologique exclu. Et ça nous concerne particulièrement au Québec et au Canada parce que, comme vous le savez sans doute, il y a une très grande communauté autochtone de Premières Nations qui ont des savoirs et avec lesquels, des savoirs qui ont été exclus, évidemment, très longtemps des milieux universitaires et avec lesquels on cherche à renouer. Un des exemples de recherche partenariale, c'est évidemment l'ouverture sur le patient partenaire. Je n'insisterai pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un des cas exemplaires, disons, de la recherche citoyenne où le savoir du patient sur sa propre maladie et sa propre expérience et le récit ethnologique qu'il peut en faire est essentiel pour le traitement. Comme on le sait d'ailleurs, le patient partenaire est issu provient des malades du sida qui ont été essentiels dans la recherche et le développement de la recherche et des traitements de cette maladie. Au fond, on a plusieurs aspects importants ou des spécificités des programmes en partenariat parce que c'est intéressant de s'y ouvrir, mais il faut aussi que ce soit reconnu dans le curriculum du chercheur. Il faut que ce soit évalué d'une façon correcte, qui prenne en compte les spécificités de ces approches et de ces formes de savoir et prendre en compte aussi les alliances durables et efficaces, on l'espère, entre les acteurs, que ce ne soit pas simplement des recherches comme on peut le faire sur un plan théorique, mais que ce soit un engagement à plus long terme avec des représentants des milieux. On a développé, et ça très récemment, 2 programmes spécifiquement orientés dans ce sens-là. Un programme qui s'appelle Engagement, et qui est où des projets de recherche sont financés sur la base d'initiatives qui proviennent des citoyens. Il faut que ce soit des citoyens qui ne sont pas eux-mêmes patentés, si on peut dire, sur le plan de la formation à la recherche. Alors, des citoyens qui ont des initiatives et des savoirs, des expertises, justement, qui ne sont pas habituellement reconnus en milieu universitaire et qui postulent et enfin, il y a tout un protocole, le programme est sur le site,
et qui nous permettent de nous ouvrir comme communauté du savoir à d'autres formes de savoir et d'autres formes d'expertise. Et il y a un deuxième programme, Dialogue, qui s'adresse à la fois aux chercheurs et aux étudiants, étudiantes, en vue de permettre l'ouverture à d'autres formes de diffusion du savoir que les articles. Alors, ça peut être des formes audiovisuelles, des formes d'ateliers, de living lab, etc. En fait, d'autres formes de relations au savoir. Et ma dernière diapositive porte sur les relations Québec-Liban. Peut-être dire qu'on a, les fonds ont des bourses d'excellence, un programme régulier pour la maîtrise, le doctorat et le postdoc, qui depuis 3 ans est ouvert à l'ensemble des étudiants et étudiantes internationaux. Alors là, certainement, les étudiants libanais devraient se prévaloir de ce programme-là et postuler. C'est un programme d'excellence, mais on peut constater qu'environ 1/3 des bourses que nous octroyons sont décernées à des étudiants étrangers. On a une entente aussi, je signale une entente qu'a le ministère des Relations internationales avec le Liban, qui exempte 47 étudiants chaque année des suppléments des droits de scolarité. Les droits de scolarité sont très faibles au Québec, mais pour les étudiants étrangers, ils sont largement majorés et cette majoration-là est retirée. On a une trentaine d'ententes interuniversitaires pour la mobilité étudiante et des chercheurs, pour la circulation de l'information, technologie, ainsi que la mise en œuvre de projets conjoints. Et là, je dois dire que peut-être que le fonds pourrait aider à multiplier ou ajouter des ententes auprès des établissements universitaires et des collèges pour augmenter ces projets. Comme vous le savez, il y a une très importante communauté libanaise au Québec, environ 150 000 personnes. Et donc, on pourrait rejoindre assez facilement dans les milieux universitaires des chercheurs libanais ou non libanais, mais certainement libanais aussi, pour essayer de répondre aux questions qui ont été amenées par que vous connaissez très bien, que vous avez vous-même présenté, Dr. Ramsey, et qui ont été présentées aussi par mes collègues auparavant. Peut-être dire aussi que le Québec a également soutenu plusieurs projets interinstitutionnels et dire que avant d'accepter de faire une présentation aujourd'hui, j'avais communiqué avec le scientifique en chef et qui m'a dit être très ouvert à des collaborations Québec-Liban. De même que le ministère des Relations internationales avec lequel j'ai aussi communiqué avant de m'adresser à vous aujourd'hui. Voilà, évidemment, il y a peut-être des choses que j'aurais pu ajouter sur la question de crise, mais je pense que je pourrais peut-être en parler en répondant aux autres questions. Je ne sais pas si... Voilà, merci Madame Lise. Merci, c'est très intéressant. Bon, ce que vous faites avec le Liban nous enchante, mais je crois qu'on peut faire un peu plus, hein? On peut faire mieux. On peut faire mieux. Les Libanais sont très, très demandeurs et je ne vous cache pas que dans les conditions actuelles, toute coopération, que ce soit au niveau de la formation doctorante, au niveau des programmes master et même le soutien à l'enseignement et scientifique, technique, social et linguistique sera bien apprécié et répond et permet de combler un déficit au niveau de nos institutions. Nous reviendrons à quelques projets qui seront illustrés par les autres collègues également. Je crois qu'il est temps, mais moi j'ai compris que tout le monde est au courant des 10 fondamentaux. Est-ce que vous souhaitez que je lise de nouveau les 10 fondamentaux qui sont la base de cette conception de co-construction? Les 10 fondamentaux, je vais les lire si vous le souhaitez très rapidement. Le facteur humain est au cœur de la démarche. Construire avec les différences, le
processus doit répondre à un besoin identifié, validé par les co-constructeurs, par les preneurs. La présence de personnes intermédiaires est essentielle. L'informel est tout aussi important que le formel. Travailler dans un climat d'instabilité, travailler dans un environnement caractéristique par la pluridisciplinarité et l'approche participative, faire les choses autrement, expérimenter, prendre des risques, engager son organisation dans un processus complexe et exigeant. Et en numéro 10, il s'agit d'un processus à long terme. C'est une très belle description des crises, de son diagnostic et de l'approche possible pour garantir la durabilité des solutions. J'enchaîne tout de suite à la deuxième question. Je vous dis qu'on commence à revoir quelques questions du public qui sont très pertinentes, mais je reviendrai à ces questions avec Jason une fois que, à la fin des trois interventions majeures de nos intervenantes. La deuxième question, il s'agit qu'est-ce qu'une situation de crise vient changer à ces 10 fondamentaux de la co-construction des savoirs. Et je m'adresse à Dolla en premier en lui demandant de mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement supérieur, les métiers des jeunes et l'entrepreneuriat. C'est un enjeu très important au niveau académique aussi bien qu'au niveau socio-économique du pays. Dolla? Oui, en effet, oui. Tu as le micro. J'ai le micro et en effet, c'est une question qui est perturbante un peu parce que c'est une question qui est hyper importante. Il faut que je vous dise que la crise actuelle nous a projeté dans un chemin que nous avions commencé à déblayer tranquillement, mais là, il a fallu mettre les bouchées doubles quand on peut, quand on a pu. Le point, j'ai deux visions sur ce côté-là. Côté l'enseignement supérieur pendant cette crise, d'abord, si je veux être pessimiste, je veux dire que la qualité de l'enseignement a certainement pris un coup pendant cette crise. On parlait de l'enseignement universitaire également. N'était pas évidente au début, elle ne l'est toujours pas. Les conditions locales la rendent souvent difficile. Quand on a un cours, nous avons beaucoup de difficultés. La transmission des savoirs, notamment dans certains domaines où on ne peut pas être théorique. On est là, on doit transmettre. Il y a l'apprentissage pour lequel on se bat, pour lequel on a mis des conditions. Enfin, on a écrit beaucoup à ce niveau-là. Les stages pratiques qui permettent à l'étudiant d'entrer plus facilement dans le milieu du travail. Donc, tout ça, depuis un an, on est au point mort. Si je veux être un peu plus optimiste, côté entrepreneuriat et métier des jeunes, même si on a été pris de court, on s'ingénie dans les universités pour diriger les étudiants vers des domaines utiles et qui ont besoin d'être développés. Pour booster l'économie et trouver de nouvelles ressources et de nouveaux produits dans la fabrication. Donc, au fil de l'importation devenu quasi impossible. Ça, c'est un souci pas uniquement pour les industriels, les commerçants, mais un souci universitaire aussi pour diriger les recherches, diriger un peu nos savoirs côté-là, qui est capable de soutenir. La partie la plus délicate est comment, au niveau de l'université, nous devons revoir aussi nos programmes et les adapter aux nouveaux prérequis des nouveaux métiers, afin de ne pas former des futurs chômeurs. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis quelques années. Et on a commencé donc au niveau de toutes les universités du Liban un chantier pour changer les programmes. Nous ne pouvons plus, depuis 10 ans, 15 ans, il y a tellement de nouveautés qui s'accumulent, on peut faire les mêmes programmes et ajouter les nouveaux. Donc, il faut enlever la partie ancienne qui ne sert plus à rien et mettre les nouveautés qui sont intéressantes. Donc, nous ne devons plus rester accrochés au principe des matières immuables. Ça, moi, je l'ai vu en tant que doyen, je l'ai testé, j'en ai souffert. De la cité. Donc, nous ne pouvons plus rester accrochés au principe des matières immuables, mais être un peu avant-gardistes et imaginer des formations répondant à un besoin local dans tous les domaines. Et ça, ce n'est pas des paroles que je dis, nous sommes en train de le faire. Beaucoup comme nous, les universités au Liban sont en train de le faire. Le SNRS, je sais qu'il le fait de son côté. Donc, et évidemment,
l'AEF joue un rôle important, je le dirai tout à l'heure. Donc, voir les formations qui sont oubliées et inexistantes, comme former des techniciens de tous les le remettre à l'ordre du jour. Et ce qui est important aussi, on l'avait commencé même avant la crise, c'est introduire des cours d'entrepreneuriat. On ne veut plus des étudiants, on avait dit chômeurs, depuis 30 ou qui ne travaillent pas dans leur domaine. Ce qui est énorme. Je ne sais pas si le chiffre est toujours exact, mais je trouve que c'est quelque chose, c'est un gâchis énorme au niveau personnel, au niveau du pays et au niveau évidemment académique. Donc, comment faire? Donc, les cours d'entrepreneuriat ont été introduits dans toutes les formations de l'université. Et là aussi, il y avait des résistances. On n'est pas entrepreneur, on ne forme pas ceci, cela. Moi, je trouve qu'on peut mettre des cours d'entrepreneuriat même en philosophie. Et c'est quelque chose qui avait commencé avec l'AEF et certaines universités partenaires, en l'occurrence des universités francophones. Un bureau pour l'entrepreneuriat a été créé à l'USJ, mais je pense que dans d'autres universités également, et il collabore actuellement sur un grand projet également avec l'agence universitaire de la francophonie. L'autre point majeur qui va contribuer énormément à la sortie de cette crise, c'est aider les jeunes à créer leur entreprise. Donc, bon, on a le bureau d'entrepreneuriat, mais comment on fait? On ne sait pas très bien comment le faire. Donc, pour cela, ce qui marche actuellement, j'espère que ça va continuer, c'est encourager et collaborer avec les incubateurs qui ont fleuri ces dernières années un peu partout dans le monde, mais également au Liban. Et les start-up, là, les start-up, c'est vraiment maintenant, si je peux dire, la coqueluche des Beritech 2000 à ce moment-là. Nous, à nouveau, dans les régions. Donc, Dolla, on t'entend mal. On t'entend mal. Je crois que ton réseau est faible. Ouais. Est-ce que tu peux conclure ton Oui, je conclue. Pour qu'on puisse enchaîner sur d'autres points, s'il te plaît. OK. Je vais conclure en disant privilégier la formation pratique, les stages des jeunes, les pousser dans le marché du travail le plus tôt possible. Donc, on espère que ces efforts conjugués nous aideront à retenir les jeunes en les aidant à trouver du travail et à créer le leur. Voilà, je conclue. C'est bon, j'ai conclu, cher Moïne. Voilà, je vous ai bien entendu maintenant, mais peut-être que ça m'est échappé pendant la période où on vous écoutait mal. Moi ma question qui me préoccupe encore au niveau de l'entrepreneuriat et les questions d'offrir un travail rentable et honorable à nos jeunes conformes. Est-ce qu'on est en train de bénéficier de l'expérience des grands pays dans ce domaine comme le Canada? Est-ce qu'il y a un modèle canadien qui a été transmis au Liban et que les universités libanaises en bénéficient? Ouvre le micro. Oui, j'ai ouvert mon micro. Nous avons bénéficié de plusieurs expériences. Nous n'avons pas particulièrement un accord avec le système avec le Canada, mais je pense qu'on a profité de l'expérience française, certaines expériences américaines, mais je n'ai pas, non, la notion d'avoir un accord canadien dans ce sens-là, pour les start-up et pour l'entrepreneuriat. Le premier contact qu'on avait, c'était à travers l'AEF, c'était du temps de M. Hervé Sabourin avec un bureau français. Donc là, on a créé à ce moment-là le bureau au niveau de l'USJ. Mais ce ne sera pas, ce serait au contraire utile de commencer à travailler avec le Canada pour un peu élargir notre champ de travail et notre expérience. Là, on va commencer à stagner. Si on reste 2-3 ans sans nouvelle formation, on va stagner. Donc, au contraire, nous sommes prenants de votre expérience si vous le souhaitez. D'accord, merci Dolla. Je passe à Ramza Jaber. Toujours sous l'ombrelle de ce que, dans une situation de crise, ce qui peut changer
ce qui peut changer les 10 fondamentaux de la co-construction. Quel peut être, d'après vous, l'impact de ces 10 fondamentaux sur l'éducation, les activités culturelles et la protection du patrimoine matériel et non matériel? Dans ce domaine, vous avez une longue expérience. Et si vous pouvez vous inspirer de ce qui a été dit au niveau des 10 fondamentaux, ça serait très bien. Oui, Hamza. merci, Dr. Hamzi. En fait, comme vous le savez déjà, la pire crise dans l'histoire du Liban, c'est l'explosion du port de Beyrouth, qui a ravagé non pas seulement la culture, l'éducation et le patrimoine tangible et intangible, mais la communauté locale, la ville elle-même. Cette situation humanitaire exceptionnelle a appelé la communauté sociale, académique, universitaire, culturelle, scientifique pour travailler ensemble afin de surmonter les enjeux sociaux, économiques, pédagogiques, sanitaires et culturels. Malheureusement, la tragédie de l'explosion du port de Beyrouth a été accompagnée d'un paysage chaotique, voire anarchique, une violence extrême, des discours de haine, imposant un défi éthique et menaçant non seulement la paix civile, mais aussi la vie des gens ordinaires au Liban. Des images sombres, le secteur culturel gravement endommagé, de même le secteur éducatif, de facteurs humains affligés, manqués de confiance entre les citoyens et le gouvernement et les instances d'un côté, mais aussi entre eux d'un autre côté. Suite à la crise du port de Beyrouth, la communauté libanaise s'est engagée avec toutes ses différences culturelles, sociales et scientifiques. Un océan de connaissances, de méthodologies, d'expertise, des partenaires et des acteurs provenant d'univers différents se sont impliqués dans un processus de co-construction spontanée. Le peuple libanais, dans toutes ses composantes, ses partenaires, ainsi que les preneurs, se sont engagés dans un processus complexe et exigeant. Ce processus de co-construction urgent, multidimensionnel, multidisciplinaire, à tout niveau, éducation, culture, sociale, économie, a invité les parties impliquées à dépasser leur mandat habituel afin de maintenir un niveau d'engagement tout au long du processus de co-construction. Les besoins ont été vite identifiés, bien sûr, vu l'énormité du catastrophe, des dégâts à tout niveau. Les preneurs, le gouvernement, les organisations internationales, les ONG, les associations, les jeunes, les universitaires, tous ont participé dans une action bénévole à la définition des besoins. Un chaos de données et de chiffres. En revanche, le gouvernement en délire, l'unification des efforts manque, ce qui rend le processus de co-construction plus compliqué, voire impossible. Les preneurs eux-mêmes ont joué le rôle d'intermédiaire. Voilà l'intermédiaire, les hybrides, vu qu'ils possèdent une expérience et une compréhension approfondie des différents milieux impliqués. Les organisations, en fait, ont facilité l'établissement de liens puisqu'elles comprenaient auparavant les différents langages de toutes les parties prenantes dans le processus de co-construction. Suite à la crise du port de Beyrouth, l'informel était crucial, vu le besoin accru de dépasser toute limite pour travailler en partenariat tout au long de la démarche. Et cela dans le but d'une co-construction globale et surtout rapide, et cela tout dans un climat qui est tout à fait instable. Cette situation de crise fut par excellence une occasion pour faire les choses autrement. Tous les terrains étaient inconnus, avaient forcé les preneurs et les partenaires à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques, à faire les choses autrement et parfois contrairement aux règles. La co-construction suite à l'explosion du port de Beyrouth est certes un processus à long terme. Toutefois, ce processus qui présente un exemple idéal sur la pluralité de savoir demeure spontané, anarchique en l'absence du rôle du gouvernement qui est toujours embourbé dans ces crises et incapable d'assumer un rôle de leadership solide et cohérent. Je vous remercie. Merci, Madame Ramza. Je crois que cette question de la reconstruction de la ville de Beyrouth après l'explosion de 4 août nécessite un webinaire tout spécial pour voir un peu pour les leçons qu'on a pu apprendre et bénéficier de l'expérience des autres pays dans ce domaine. Mais ça m'incite à poser une question différente de ce qui a été prévu là à Madame Louise. Ce sont des questions qui viennent dans la partie chat que je trouve qui sont très pertinentes. Une question en 2 parties, Madame Louise Poisson.
D'après vous, quel type de ressources on a besoin pour faire de la mobilisation des connaissances? Et la deuxième partie de ma question, c'est comment garantir une interaction utile entre les producteurs du savoir, les producteurs des connaissances, les producteurs de la technologie et les décideurs qui ont à la charge de résoudre nos problèmes et nos crises. Vous m'entendez, Madame Louise? Oui, 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 je vous entends. Une question à deux volets. Oui. Et c'est des questions qui viennent sur le chat. Je suis très reconnaissant au public qui pose des questions importantes. Deux questions pas faciles, c'est-à-dire deux questions pour lesquelles les réponses ne sont pas faciles. En fait, comment dire, jusqu'à tout récemment, les fonds de recherche s'intéressaient principalement à la recherche qui intéresse les professeurs dans les universités. Alors, et là, je réponds un peu à ce que Madame Dola disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, c'est les chercheurs qui déterminent leur objet de recherche. On forme des comités qui sont formés par d'autres professeurs et donc il y a un peu une reproduction. Et c'est vrai que la crise COVID, tout comme d'autres crises qu'on a eues, on a eu beaucoup d'inondations au Québec qui nous ont mis en état de crise, nous ont un peu secoués au fond de recherche et nous ont fait essayer d'envisager des façons différentes de produire du savoir, puis du savoir qui pourrait trouver des applications et développer une relève avec des expertises pertinentes pour répondre à d'autres situations du même genre. C'est-à-dire que les inondations, on savait que ce serait un phénomène récurrent. Et donc, pour pas toujours être prise à répondre en état de crise à des problèmes, essayons de développer du savoir adapté à ces situations-là. C'est vrai que la situation du Liban est particulièrement complexe parce que, comme vous l'avez bien exposé, les crises sont multiples. Alors, le défi, peut-être je commencerai par la deuxième question, l'interaction avec les décideurs, les gens qui ont à prendre des décisions, n'est pas simple parce que on sait que les décideurs sont, comment dire, sollicités ou interpellés par divers membres de la société, les lobbyistes, bien entendu, les médias qui les interpellent quotidiennement et de plusieurs façons, qui les mettent au défi d'avoir à répondre sans arrêt sous un mode parce que tout a l'air d'être une urgence pour les médias. Et quand arrive le point de vue des savants ou des experts dans des disciplines, mais leur point de vue n'est peut-être pas le point de vue qui est le plus bruyant, d'une part, puis deuxièmement, celui qui se rend le mieux. Alors, le scientifique en chef, Rémi Quirion, a développé et co-président et co-initié avec un chercheur de Nouvelle-Zélande, INCSAS, qui est une grande communauté internationale de diplomatie scientifique et qui cherche à développer à la fois des expertises pour résoudre des problèmes entre des pays, mais aussi pour permettre dans chacun des pays d'adresser d'une façon plus claire, plus nette, plus pertinente et plus efficace des réponses ou des expertises auprès des décideurs. Alors, je ne sais pas si INCSA pourrait être une piste entre le Québec et le Liban. Très certainement. Je dirais, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être efficace, mais on pourrait certainement l'envisager. Comment mobiliser les connaissances? Ce n'est pas simple non plus parce qu'on comprend que ça prend des ressources qu'on détourne de ce qu'on pourrait appeler la recherche fondamentale ou la recherche que souhaitent faire spontanément les chercheurs. Il faut les sensibiliser, les chercheurs, et là aussi je rejoins Mme Dola et Mme Ramza, il faut les sensibiliser à l'importance que ce soit en philosophie ou dans n'importe quelle discipline, de l'importance de trouver des liens entre le savoir et la société civile et les problèmes, les grands enjeux, les grands défis de société.
la crise chez nous a révélé, comme sans doute dans beaucoup d'autres pays, l'énorme problème que posaient les aînés et les conditions de vie des personnes vieillissantes ou âgées. Et c'était un grand... C'était... ça a mis le Québec, secoué le Québec, ça a mis le Québec en état d'état presque de honte ou de voir combien de personnes âgées avaient été atteintes et décédées suite à la COVID. Et alors, mais c'est sûr que le problème n'était pas juste, les conditions n'étaient pas simplement reliées à la COVID, il devait y avoir d'autres problèmes antérieurs à ça. Et je crois que ça a suscité énormément d'intérêt pour les chercheurs. Pas je crois, je le sais. On a lancé beaucoup de projets, de programmes là-dessus. L'éducation, c'était la même chose. Et le problème de la formation d'étudiants qui se retrouvent, par exemple, en tourisme, en aviation, etc., dans des disciplines qui n'ont pas d'avenir à court terme sur le plan du marché du travail. Ça aussi, c'était, on pourrait dire, un grand défi pour les étudiants, pour les programmes universitaires, pour les universités et pour le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire comment aider ces étudiants-là qui vivent aussi un grand désarroi là, de dire ça fait 2, 3, 4 ans, puis en plus de ça, j'avais un objectif et un idéal dans une carrière, comment les amener à se réorienter et à pouvoir s'en tirer du mieux qu'ils peuvent. Pour la mobilisation des connaissances, on essaie aussi, on a développé, mais ça, c'était déjà un peu antérieur, des bourses en milieu de pratique. C'est des bourses où les étudiants doivent aller faire un terrain, et un terrain qui ne sera pas un chapitre de leur maîtrise ou de leur thèse, un terrain qui est une expérimentation. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une OBNL, ça peut être dans un musée, etc. Un terrain où ils vont devoir développer un projet de recherche, et projet de recherche qui a aussi l'intérêt de rendre pertinente pour le milieu ou d'intéresser ou d'éveiller le milieu à l'intérêt pour la recherche. On pense qu'il y a quelque chose de mutuel. Et là, je vous ai perdu, je crois. Non. Et là, on pourrait penser des bourses en milieu de pratique à l'international aussi pour les étudiants qui sont dans des programmes qui ont des liens avec la recherche à l'international. La mobilisation des connaissances, je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire pour essayer de répondre. Je ne sais pas si la question portait sur les ressources financières pour la soutenir ou si c'était des moyens institutionnels. Je pense que, en tout cas, auprès des fonds, on a mobilisé énormément de fonds. On a obtenu 50 millions additionnels du ministère de l'Économie, on relève du ministère de l'Économie, pour développer des programmes ciblés sur les questions actuelles de mobilisation de connaissances, c'est-à-dire comment répondre le plus urgemment possible aux problèmes qu'ont posé la crise. Alors, et pour le développer à l'international, je vais certainement y penser sérieusement, en parler avec le scientifique en chef, avec mes collègues des deux autres fonds, le Fonds Santé et le Fonds Nature et Technologie, et voir avec le ministère des Relations internationales comment on pourrait développer un programme ou des programmes plus spécifiquement orientés. On l'a fait, par exemple, avec l'AUF et la francophonie africaine, où j'ai lancé un concours sur ville intelligente et innovation sociale. Innovation sociale, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, puis pour nous, ce programme-là avec l'Afrique était très important parce qu'on peut beaucoup apprendre des façons de faire, d'expertise africaine sur d'autres façons avec lesquelles on pourrait résoudre des problèmes chez nous. Alors, il y a comme quelque chose de réellement mutuel d'échange. Peut-être qu'on pourrait le faire là, en passant par l'AUF, d'ailleurs, pourquoi pas, réserver un fonds Québec-Liban pour lancer des appels sur et puis innovation sociale sur comment sortir de la crise ou comment revoir, ça peut être, on pourrait cibler des problèmes plus particuliers, l'éducation,
où il y a quand même une grande expertise québécoise en formation à distance. Je ne vais pas dire que c'est sans problème. Ça pose quand même des problèmes, là, on l'a vu, mais enfin. Ah oui, partout. Merci, madame. Je crois qu'on est en train de recevoir, et je suis bien assisté par Jason, des très bonnes questions, des questions pertinentes qui méritent d'être posées directement aux intervenantes avant de faire des conclusions. Mais avant tout, Madame Cardinal, combien de temps nous possédons encore pour cet échange avec les intervenantes? Écoutez, il est 11h42, le webinaire termine à midi, donc on pourrait prendre encore 10 minutes 10 d'échange. minutes. Ça serait bien d'intégrer les questions aussi. Il y a de très, très bonnes questions dans la boîte de conversation. C'est ça. Alors, on va procéder et je demande aux intervenantes de limiter les réponses en 1 à 2 minutes, s'il vous plaît, hein, pas plus. 1 à 2 minutes pour qu'on puisse prendre les questions les plus importantes. Une question qui a attiré mon attention de Simon Olivieri. Êtes-vous conscient? Et je pose la question à Louise. Louise, vous êtes encore avec nous, bien sûr. Êtes-vous conscient que l'influence du monde anglo-saxon ne passe pas seulement par la langue, mais également par les valeurs libérales que ce monde porte, où le rôle de l'État s'efface toujours pour laisser place au marché, au détriment de la cohésion sociale? Vous avez une réponse à cette bonne question? En fait, rapidement, s'il vous plaît. Oui. Brièvement. Oui, en fait, c'est une question qui nous... qui est toujours... c'est une perspective plutôt qui est toujours pour nous une menace et qui est aussi présente dans chaque décision qu'on prend, si je peux dire, de ne pas vouloir orienter le savoir, la recherche sur des intérêts directement axés par le milieu financier ou par... D'ailleurs, c'est un des risques, là, j'écoutais Mme là tout à l'heure, c'est un des risques d'orienter les programmes de formation directement sur les besoins parce que les besoins peuvent changer et que... cela dit, les anglo-saxons chez nous ont une très longue avance au Canada sur le développement des commons et donc des approches qui sont communautaires, notamment sur la question de la recherche autochtone. Les 3 conseils fédéraux sont bien en avance sur ce que nous avons fait et nous servent d'exemple pour essayer d'intégrer mieux leur collaboration, leur participation et leur expertise. Mais c'est une réponse vraiment archi-sommaire. Ouais. Je crois qu'il faut réfléchir également à des modèles qui n'ont pas pour effet de mener, tel qu'il a été dit là, mener à l'effacement de l'État ou à la marginalisation des communautés. Je crois que c'est très bien dit pour compléter votre réponse. J'ai une autre question de Tamara Zen, notre collègue du CNRS libanais, que j'adresse à Dolla Sarkis. La question, c'est comment la co-construction des savoirs peut être efficace pour faire face aux défis globaux actuels et émergents si on n'adopte pas des approches interdisciplinaires, notamment dans les cercles de la recherche scientifique, qui est de plus en plus parcellisée et cloisonnée. Dolla, vous avez retenu la question? Dolla? Qu'on me laisse ouvrir. Voilà, j'ai ouvert mon micro. Oui, évidemment. Donc là, j'ai lu la question de Tamara qui parle d'interdisciplinarité. Et là, j'ai entendu un mot qui est super intéressant, le dialogue entre les disciplines. Donc, on ne peut plus travailler cloisonné. Donc, le cloisonnement ne doit plus exister. Donc, il n'y a plus de recherche cloisonnée, mais de recherche pluri-interdisciplinaire. On cherche à faire ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on va réussir. Et là, nous avons plusieurs exemples de collaboration entre les différentes disciplines, là, depuis très peu de temps. Si je peux citer quelques-unes, juste comme ça, l'ingénierie, l'informatique, autour d'une même thématique, rassembler des différentes disciplines autour d'une même thématique, là, pour les encourager à travailler ensemble.
il n'est pas toujours évident de convaincre les équipes de travailler ensemble. Donc, parfois, on est obligé, et Tamara le sait très bien, et toi aussi, Moïne, et peut-être les autres aussi le savent, on est obligé de forcer les gens à travailler ensemble, comme par exemple dire, le prochain appel à projet, je ne vais financer que les projets interdisciplinaires, par exemple, je dis ça. Mais je ne sais pas. Donc, je ne veux pas être dictateur, mais parfois, on est obligé de forcer un tout petit peu, mais dans le bon sens et pour le bon travail des équipes. Donc là, comme ça, on peut avoir une grande équipe de 10 personnes, avoir une approche multidisciplinaire, résoudre le problème de tous les côtés. Et les gens, par la suite, voient combien c'est enrichissant à tous les niveaux, dans le monde scientifique, mais également dans le monde littéraire et dans les humanités. Donc ça, ce n'est pas quelque chose, c'est peut-être plus facile dans le monde médical scientifique, mais il est applicable un peu partout. Donc c'est ce côté interdisciplinaire qui est encourageant et que nous allons commencer donc à adapter. Voilà. D'accord. Vu les limites du temps, je demanderai à Jason de prendre la parole. Si vous trouvez des questions que vous souhaitez qu'on pose encore dans les 2 ou 3 minutes qui sont encore permises, avant de vous laisser le temps pour les conclusions. Jason? Merci, Dr. Hamzé. Une question que je trouve intéressante, là, que ça ne me dérange pas de couper sur le temps de la synthèse, mais je trouve la question très intéressante. Il y a quelqu'un qui demandait en commentaire à la question adressée à Linda Cardinal, ce webinaire est très intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Allons-nous pouvoir lire le guide? Comment pouvons-nous vous appuyer et poursuivre ce travail avec vous? Alors, je trouvais cette question-là intéressante pour Linda. Merci pour la question. Bien, je pense que dans l'ensemble du séminaire aujourd'hui, il y a eu de belles propositions pour préparer la suite de ce travail. Louise Poisson a fait des belles propositions et on a tout noté, cette volonté, en tout cas, de raffermir le lien entre le Liban et le Québec par le moyen de programmes de recherche. Il y a aussi Dola et Ramza qui ont souligné l'importance de formation, qui ont mis Dola d'entrée de jeu expliquait comment amener les décideurs politiques à profiter des résultats de nos recherches, notamment du travail de co-construction. Alors, dans la suite des choses de ce projet, il faut absolument penser à l'importance de développer des outils pour favoriser le travail de co-construction, favoriser sa reconnaissance, mais aussi, étant donné toute la discussion qu'il y a eu sur l'enseignement, pour enseigner cette approche. Hein? Pour les collègues libanais, on a entendu que c'était très important de favoriser l'enseignement, l'entrepreneuriat, l'employabilité. Bien, écoutez, à travers la mobilisation des connaissances, à travers les approches de co-construction, on peut développer des compétences tout à fait importantes pour que les jeunes, les étudiants, les étudiantes, justement, se forment à des méthodes de recherche qui vont favoriser leur employabilité, parce que la co-construction, ça privilégie le dialogue, ça privilégie l'écoute, le sens de la responsabilité, la compréhension que même quand il faut aller rapidement, il ne faut pas négliger de consulter les gens, de travailler toujours en commun. Donc, on a une fiche dans l'équipe de recherche qui a préparé le diagnostic du Québec sur la mobilisation des connaissances. Il y a eu un ensemble de préparation de fiches qui permettent de diffuser morceau par morceau les différentes étapes de la mobilisation des connaissances et les exigences. Il y a une fiche sur les compétences nécessaires pour faire de la mobilisation des connaissances. Luc va la diffuser dans la boîte de conversation. Et donc ça fait partie des prochaines étapes, c'est d'approfondir, de développer des outils pour développer les compétences, permettre aux gens une plus grande intégration de cette approche dans leur enseignement et favoriser aussi le développement de projets à partir d'une approche reconnue scientifiquement, validée par l'ensemble des partenaires. Alors, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Eh bien, je voulais aussi mettre en lumière un commentaire de Luc Dancause que je trouve intéressant. Il écrivait dans la conversation les programmes d'apprentissage expérientiel dans lesquels
les étudiants sont invités à collaborer avec des organismes communautaires et réinvestir leurs apprentissages dans le cadre de cours sont des façons de mobiliser les connaissances qui ne tombent pas dans ces ornières, donc le modèle néolibéral duquel certains parlaient dans les conversations. Alors, j'ai ajouté à ça, moi, dans les universités où les programmes d'apprentissage expérientiel ne sont pas institutionnalisés, c'est-à-dire où on n'a pas fait, comme par exemple à l'UOF, on a entendu Édith Dumont en parler hier, on a fait de l'expérientiel une approche pédagogique qu'on intègre obligatoirement dans les cours, donc c'est une approche de l'université, ce qui est plutôt rare. Alors, il s'agit à ce moment-là d'initiatives de professeurs. Alors, il faut trouver des façons d'inciter les professeurs à le faire. Donc, il faut les informer, les sensibiliser, les former, les accompagner. C'est un peu ce qu'on vise aussi avec ce projet-là. Alors, le guide sur la mobilisation des connaissances vise notamment à donner les outils nécessaires à des professeurs-chercheurs qui auraient le souhait d'intégrer la mobilisation et les apprentissages expérientiels dans leurs cours, mais qui, à travers tout le reste qu'ils ont à faire, repoussent un peu parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire. Donc, ce guide-là, on a l'objectif notamment de le publier en libre accès. Alors, il sera disponible gratuitement à tous, tout le monde qui a accès à Internet. Et on va aussi créer un site web en lien avec la publication de ce guide-là, où on retrouvera aussi des fiches et un ensemble d'outils qui pourront être utilisés par les professeurs. Je fais un lien intéressant aussi avec la discussion d'hier, parce que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est toute l'importance de faire en sorte que les professeurs soient davantage sensibilisés, les chercheurs, à faire une recherche qui, lorsque c'est possible, peut répondre à des enjeux, des défis importants qui se présentent. Et effectivement, comme Mme Poisson l'a bien présenté, la crise au Liban, mais la crise aussi de la COVID a fait en sorte que les chercheurs se sont rendus compte, probablement plus qu'à d'autres moments, de la part que la recherche peut avoir très rapidement. On a vu de nombreuses revues tenter de publier plus rapidement des articles scientifiques, procéder à un processus d'évaluation plus rapide aussi, faire en sorte que les résultats de la recherche puissent être mobilisés plus rapidement et intégrer des partenaires plus tôt dans le processus de recherche. Alors, ce qu'on discutait hier, c'est l'importance de valoriser ce type de recherche-là sans toutefois dévaloriser la recherche fondamentale qui demeure importante. C'est ce que le QRSC fait d'ailleurs en faisant en sorte de proposer des programmes qui valorisent davantage, plus qu'avant, la mobilisation des connaissances et tout ce qui est expérientiel, travail avec les partenaires, mais aussi de faire en sorte que ça ne se fasse pas au détriment de la recherche fondamentale. Alors, ça, c'est un objectif qui était présenté très clairement hier, mais on a discuté aussi hier de quelque chose qui apparaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir que la science, à certains moments, va se faire différemment. Alors, il faut adapter nos façons de travailler en partenariat. Il faut impliquer beaucoup plus tôt dans le processus les acteurs concernés. Et ça veut probablement dire qu'à certains moments, il faudra que les partenaires participent à la problématisation, à la construction de l'objet scientifique, ce à quoi on va s'intéresser, et que ça va prendre des connaissances de part et d'autre de comment on fait la mobilisation des connaissances pour que ça se passe bien, parce que c'est un travail de co-construction. Alors, comment procéder ensemble? C'est un peu des guides de bonne pratique qu'on a besoin quand on se pose cette question-là. Et c'est ce que Luc Dancause a travaillé beaucoup dans le cadre de ce projet-là avec nous, c'est-à-dire réfléchir à une façon que cette information-là puisse être accessible facilement et puisse être accessible aux deux parties, c'est-à-dire autant au milieu de pratique, il faut davantage éveiller à l'importance de la recherche et ce que ça peut leur apporter, et en même temps aux chercheurs pour voir qu'est-ce que ça signifie travailler avec des partenaires et comment on peut s'assurer d'une co-construction en cours de projet. Alors, ça veut dire aussi, comme certaines personnes viennent de l'écrire aussi dans la conversation, problématiser d'une façon où non seulement les partenaires participent à la problématisation, mais apportent aussi leur regard. Donc, c'est de valoriser différents types de savoirs. Et on a eu une belle discussion là-dessus avec M. Charbonneau hier, Luc Dancause, il y avait aussi Vincent qui évoquait toute la question de... Ça fait bouger un peu la frontière entre science et non-science. Et il ne faut pas sombrer dans ce que M. Charbonneau mentionnait hier, c'est-à-dire tout accepter. Il reste que la recherche scientifique se distingue évidemment de l'opinion, se distingue évidemment de l'idéologie, mais la frontière, où est-ce qu'on va la placer pour accepter en même temps que puissent être prises en compte différentes perspectives et puissent être pris en compte différents savoirs qu'on commence à valoriser davantage dans une démarche participative où, évidemment, on va s'éloigner un petit peu
la recherche traditionnelle, mais en même temps, on veut protéger aussi l'idée qu'en science, on va utiliser différentes méthodes, on va faire preuve de rigueur, on va enraciner nos analyses dans les données. Donc, c'était une réflexion aussi sur ce que ça signifie dans la vision de la science, faire de la mobilisation des connaissances, que ça nous invite aussi. Alors, il y a deux éléments qui m'apparaissaient très importants dans les échanges d'aujourd'hui aussi. C'est le lien entre la co-construction et l'enseignement, mais aussi la co-construction et les décideurs politiques. Alors, j'aimerais peut-être poser la question en conclusion. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ajouter quelque chose sur ces deux thématiques-là qui me semblent extrêmement importantes, extrêmement porteuses? Le lien donc entre ce que les décideurs politiques vont faire de la recherche scientifique, mais comment ils vont valoriser aussi la co-construction et comment on peut faire de la co-construction en l'intégrant dans l'enseignement. Alors, la question est adressée à tous. Vous répondez volontairement. Merci, oui, Mme Poisson. Jason. Merci, Jason. Est-ce qu'on a encore 3 minutes pour une réponse d'1 minute de chacune des intervenantes, Linda? J'ai une question qui me tient à cœur. Mais il y avait Mme Poisson, par exemple, qui voulait juste répondre à ceci avant. Non, mais je voulais simplement dire que c'est un très gros enjeu, le lien entre le savoir et les décideurs. Et la COVID a été une occasion exceptionnelle de mettre en valeur la recherche. C'était le cas au Canada, c'était le cas, je pense, partout à travers le monde, où beaucoup de données, les pays avaient besoin, pour prendre des décisions sanitaires, de connaître un peu, d'avoir des données. Mais on voit que là, ça commence à s'épuiser parce qu'il y a comme toujours, il y a encore une fois des savoirs qui viennent se heurter. Des savants disent quelque chose, puis d'autres savants disent autre chose. C'est le cas dans beaucoup de domaines, sur beaucoup de sujets. Il y a de la mésinformation aussi, bien entendu. Alors, c'est pas facile. Si j'étais à la place d'un décideur, je ne trouverais pas ça facile, disons. C'est un dossier, un chantier sur lequel il va falloir beaucoup d'intelligence, de finesse et d'expertise à développer pour pouvoir le faire avancer, si je peux dire, de manière efficace. Voilà la question qui me reste à poser et dont je sollicite des réponses en 1 minute. C'est à Dolla aussi bien qu'à Ramza. Dans les conditions actuelles qui sont loin d'être faciles, est-ce que vous croyez qu'il est possible de travailler autrement, out of the box? Est-ce qu'on peut travailler out of the box? Ramza. Je crois bien, Dr Hamzi, qu'en premier lieu, il faut commencer à intégrer la notion de la co-construction dans le curriculum, que ce serait une culture. Commencer dès le début âge à intégrer cette notion. Il faut beaucoup travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent comprendre l'importance du partage, l'importance de l'interaction, l'importance de la synergie. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, à l'UNESCO, on a commencé déjà à travailler, à intégrer toutes ces notions dans les curriculums. C'est très important. Et les jeunes aussi. Oui, mais Ramza, est-ce qu'on a le courage de sortir du quotidien et des crises de tous les jours pour faire les choses autrement avec une vision perspective? Je crois bien, Dr Hamzi, oui, avec les jeunes, on peut travailler out of the box. Avec les jeunes, on peut tout faire, mais il faut vraiment travailler, il faut un support. Et vous savez bien qu'on a toujours besoin du support pour vous pouvez trouver le support des instances, le support. En premier lieu, c'est l'UNESCO qui nous supporte. Et d'autres, en général, c'est l'UNESCO qui nous supporte avec ces programmes. Ouais. Merci. Merci. Dolla, moi, je crois bien, oui, je crois bien qu'on peut vraiment sortir des sentiers battus et de notre petite zone de confort. Nous n'avons pas le moyen d'agir autrement pendant ces temps de crise. Nous n'avons pas l'UNESCO qui nous supporte, mais nous avons des agences et nous avons des amis qui nous supportent dans la recherche et pour sortir aussi de toute cette, comme je dis, zone de confort, rêver un peu et amener les jeunes à rêver aussi et à tâter des terrains qui sont vraiment nouveaux.
il faut oublier ce qu'on fait parfois et commencer à nouveau, comme quand on écrit un discours et que ça ne marche plus. Déchirer le papier, oublier ce qu'on a mis parce qu'on devient vraiment prisonnier d'une phrase et ensuite commencer à nouveau. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que c'est facile, c'est hyper difficile. Mais moi, j'ai envie d'ajouter une phrase, si vous permettez. Quand on parle de mobilisation des connaissances, ce n'est pas uniquement entre chercheurs, c'est entre les chercheurs, les scientifiques et les autres vers la communauté. C'est ça qui me tient à cœur et cette crise-là, la Covid, nous a appris beaucoup de choses. Vous voyez, tous les jours, tout le monde était bombardé par une quantité d'infos et d'intox incroyable et notre rôle était là à déblayer et faire un peu le tri. Non, ça va, ça va pas. Qui ne parle plus de PCR, qui ne parle plus de CTC, qui ne parle plus d'ivermectine, qui ne parle plus de tout ça. Donc, c'est important dès le début de partager toutes ces connaissances. Ça me tenait à cœur. Et comme pour la crise du sida que j'ai vécue quand je finissais mon internat à Paris, là, comment on a pu mobiliser tout le monde, pas scientifique, tous les acteurs, tout le monde, toute la société était mobilisée pour soutenir, rien que donner 1 euro, 1 franc pour soutenir les chercheurs. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut qu'on fasse, mais il faut qu'on se mette d'accord pour trouver le moyen. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dolla, merci chère dame, Dolla, Ramza, Louise, Jason. Est-ce qu'on peut donner la parole à un dernier commentaire de Jean-Noël Balayot? Jean-Noël, vous êtes avec nous? Oui, merci Moïne. Bon, je vais être très très rapide hein, pour conclure. Bon, on n'a pas vu le temps passer. Moi, je voudrais remercier tout le monde, Linda Cardinal, tous les intervenants, le public aussi pour les interventions très riches. Moi, j'ai vécu vraiment, ça m'a fait comme une bouffée d'oxygène, un retour vers du sens, avec des échanges d'une grande profondeur. Il y a quand même eu quasiment une idée par minute. Hein, donc, je ne vais pas me risquer à faire une synthèse. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment très stimulant. Puis j'ai aussi j'ai trouvé que côté libanais, il y avait quoi peut-être que c'est les premiers fourmillements du printemps, mais il y avait la manifestation d'une envie, d'une soif de restauration, des échanges, de la coopération, des projets. Moi, je retiens 2 mots, peut-être travailler entre le Québec et le Liban sur l'entrepreneuriat, et puis bien sûr, l'idée de fonds Québec-Liban n'est pas je ne suis pas passé à côté. Voilà. Donc, merci encore à tous. On a un tout petit peu dépassé le temps. Voilà. Mais encore une fois, c'était vraiment extrêmement stimulant. Sur ce, bonne fin de semaine à tous, comme on dit au Québec. Merci, au revoir. Voilà. Merci.